Donc, pour la vidéo, je redéfinis ce que c'est que la biologie moléculaire. C'est l'étude des macromolécules type ADN, ARN, et donc c'est la biochimie de ce type de molécules. Et comme je le disais aux personnes qui étaient arrivées au début, j'ai un site là, que j'ai créé pendant le confinement, que j'ai appelé coronabiomol.fr, parce que je parle du coronavirus, mais vous verrez, il y a différents articles sur le code génétique, l'ADN, l'ARN messager, les vaccins ARN messager, la PCR. Donc vous pouvez voir en détail de quoi on parle. Et c'est illustré notamment avec l'aspect historique, parce que je pense qu'il est toujours important d'expliquer comment les découvertes arrivent au fil du temps. Alors, on va partir d'une cellule animale pour expliquer où se trouve l'ADN. L'ADN, on le trouve d'abord dans le noyau des cellules. Et puis, on le trouve également dans d'autres petits organites qu'on appelle des mitochondries. Quand on fait une analyse d'ADN en biologie moléculaire et en polyscientifique, on travaille principalement sur l'ADN du noyau. Mais dans certains cas, quand les cellules sont extrêmement dégradées, quand on a affaire par exemple à des brûlés, des noyés, etc., que c'est assez délicat, on peut utiliser l'ADN qui est présent dans ces organites, qu'on appelle des mitochondries. Mais il y a une particularité de cet ADN, c'est que l'ADN des mitochondries provient uniquement de la mère. Parce que lors de la fusion du spermatozoïde et des ovocytes, les mitochondries ne sont présentes que dans les ovocytes de la mère. Et au point de vue évolutif, ces mitochondries, en fait, proviennent de l'association des bactéries dans des temps très anciens avec des cellules. Et il y a une symbiose qui s'est faite au cours du temps entre ces mitochondries et le reste de la cellule. Et ces mitochondries, ce sont celles qui vous fournissent l'énergie dans vos cellules. C'est-à-dire qu'elles récupèrent le glucose. En présence d'oxygène, il y a plusieurs réactions qui se font et elles fabriquent une molécule qui s'appelle l'ATP. Et l'ATP, c'est le carburant de vos cellules qui va intervenir dans énormément de réactions cellulaires. Et ensuite, il y a un dégagement de CO2 et je dirais la respiration cellulaire se fait à l'intérieur de ces mitochondries. Et ces mitochondries, comme ce sont des anciennes bactéries, elles ont des parois extrêmement résistantes et c'est pour ça que lorsqu'il y a une dégradation importante des corps, par exemple, ce sont elles qui restent en priorité, je dirais, encore utilisables pour les analyses. Alors voilà un grossissement de mitochondries. Alors on a des milliers de mitochondries dans chaque cellule en plus. Alors on va rentrer dans le cœur du sujet. Comment est fabriqué l'ADN? L'ADN est fabriqué avec 4 bases particulières qu'on appelle cytosine, thymine, guanine et adénine. Alors, vous voyez souvent dans les médias ATGC, et ces bases donc, ont été découvertes au XIXe siècle, par notamment des chimistes allemands. Et le problème, c'est qu'on se demandait comment l'information était transmise chez les êtres vivants pour avoir ensuite une reproductibilité de ces êtres vivants, qu'ils soient animaux ou végétaux. Et on comprenait mal comment ces bases qui étaient dans les acides nucléiques pouvaient avoir un rôle dans la transmission de l'information. Et on se demandait même si ces acides nucléiques présents dans le noyau avaient vraiment un rôle dans la transmission d'informations. Alors, on va détailler un petit peu. L'ADN, c'est acide désoxyribonucléique.
Alors, acide, parce qu'un acide, par définition, ça libère des ions H+. Désoxyribo, parce qu'en fait, on part d'un sucre qui s'appelle le ribose. En biochimie, ose, ça signifie sucre. Alors, vous avez par exemple fructose, c'est le sucre des fruits. Lactose, le sucre du lait. Ribose, ça n'a rien à voir avec une origine alimentaire. C'est que les gens qui ont découvert la structure du ribose, c'était des chercheurs qui travaillaient aux États-Unis, à New York, au centre, à la Fondation Rockefeller, au centre de biochimie. Et RIB, c'est Rockefeller Institute of Biochemistry. Voilà. Donc, ça a donné le nom ribose. Et donc, le ribose, c'est le sucre qu'on trouve dans l'ARN, dans l'acide ribonucléique. Il faut savoir d'ailleurs qu'entre, vous verrez, l'ARN et l'ADN, il y a très peu de différence. Ce sucre, il a un OH, ce qu'on appelle un hydroxyle en chimie. Dans l'ADN, le O a disparu, hein, donc désoxy. On a enlevé l'oxygène, c'est pour ça qu'on parle de désoxyribose. Hein, c'est le sucre de l'ADN. Donc c'est un cycle, vous voyez, avec plusieurs carbones et les oxygènes. Ensuite, les chercheurs qui travaillaient sur ces structures se sont aperçus que ce sucre était systématiquement associé à une base, A, T, G ou C, et à un groupe phosphate. Et c'est d'ailleurs le groupe phosphate qui donne le H+. C'est pour ça qu'on parle d'acide. Hein. Le H+, est libéré par le groupe phosphate. Ensuite, on s'est aperçu que ces sucres et ces phosphates formaient un squelette dans ces acides. Et sur ce squelette étaient accrochées les bases. Alors, dans le cas de l'ADN, il y a les bases ATGC. Et dans le cas de l'ARN, c'est pratiquement identique à une différence près, c'est que le T de la thymine est remplacé par le U de l'uracile, vous voyez. Et entre l'uracile et la thymine, il y a juste ce qu'on appelle un CH3 qui diffère. Hein, donc c'est extrêmement voisin. Donc voilà où on en était au point de vue connaissance de la structure chimique de l'ADN, mais on ne savait pas comment cet ADN était conçu. Et donc plusieurs chercheurs ont essayé de découvrir sa structure. Et parmi les protagonistes, donc il y en avait plusieurs, il y avait Rosalie Franklin qui travaillait dans le laboratoire de Wilkins, donc au King's College à Londres, qui étaient des spécialistes de ce qu'on appelle la diffraction des rayons X, c'est-à-dire des gens qui étudiaient les cristaux pour déterminer la structure des molécules. Et ils faisaient donc de la diffraction de rayons X de l'ADN. Il y avait un autre chercheur américain qui s'appelait Pauling, qui lui a eu le prix Nobel de chimie en 1954, qui était un spécialiste des protéines et qui avait notamment mis en évidence les formations en hélice dans les protéines, qui ont inspiré après Watson et Crick. Et il y avait donc Crick, qui était un physicien anglais, et Watson, qui est toujours vivant, qui lui est un biologiste biochimiste américain. Rosalind Franklin, avec un de ses associés, a sorti donc plusieurs clichés de diffraction, et voilà à quoi ça ressemblait, donc un cliché de diffraction au rayon X de l'ADN. Et c'est à partir notamment de ce cliché que Watson et Crick ont déterminé la structure en double hélice de l'ADN. Alors, Rosalie Franklin n'a pas eu le prix Nobel parce qu'elle était décédée avant qu'il soit décerné, et on ne décerne pas les prix Nobel à titre posthume. Et a priori, elle est d'ailleurs décédée
d'une leucémie due au rayon X sur lesquels elle a travaillé. Donc, Crick et Watson étaient persuadés que, en déterminant la structure de l'ADN, on allait pouvoir comprendre comment l'information, à partir de 4 bases, était transmise à l'ensemble des êtres vivants. Donc, ils ont sorti un papier dans Nature en 1953. Vous voyez, ça fait une page, en fait. Et on considère que c'est quand même une des plus grosses découvertes du XXe siècle. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, ils ont dit, les bases sont reliées les unes en face des autres, A devant T, G devant C, et les sucres et les phosphates que je vous ai présentés constituent le squelette de cette hélice. Alors, quand on essaie de détailler un peu cet article, donc ils ont dit, voilà, systématiquement, il y a un A devant un T, un G devant un C. Et le G n'ira jamais devant le A à cause de la structure de la molécule, et inversement, le T n'ira jamais devant le C. Et on a ce qu'on appelle deux liaisons pour AT et 3 liaisons pour GC. Et vous le verrez par la suite pour la PCR ou pour d'autres réactions, lorsqu'on chauffe cette double hélice, on sépare les 2 brins, mais lorsqu'on la refroidit, automatiquement, tout se remet en place tout seul, je dirais. C'est-à-dire que le A vient devant le T, le G devant le C. Donc voilà comment ça se présente. Donc les bases azotées, GC, AT, et le squelette, donc, avec les sucres et les phosphates. Alors, le diamètre, il est faible, 2 nanomètres, c'est-à-dire 10-9, 2 milliardièmes de mètre. Par contre, dans vos cellules, vous avez 2 mètres en moyenne d'ADN, dans chacune de vos cellules. Parce qu'il faut savoir que vous avez à l'intérieur de chaque cellule toute l'information pour reconstruire entièrement votre organisme. Mais, comme les cellules sont spécialisées, il n'y a qu'une partie des gènes qui vont être exprimés. C'est-à-dire qu'au début, lorsque le spermatozoïde rencontre l'ovocyte, que vous avez le départ de l'embryogénèse, toute l'information va être dispatchée pour faire l'individu. Mais au fil du temps, les gènes vont être réprimés, et quand par exemple vous allez faire une cellule hépatique, tout ce qui pourrait faire une cellule du poumon ou du cœur, etc., est réprimé. Donc vous avez des systèmes de répression, puisque vous avez des gènes donc, qui sont exprimés ou pas en fonction du développement embryonnaire. Alors, quel type d'information porte l'ADN? D'abord, l'information pour construire d'autres cellules, parce que les cellules, il faut qu'elles se divisent. Donc, à partir d'une cellule mère, vous avez une cellule fille, et ça se passe de la façon suivante. Vous avez votre double hélice d'ADN, et à partir de cette double hélice, va intervenir une enzyme qu'on appelle une ADN polymérase qui va faire une copie de chaque brin, et il va se former donc 2 nouvelles doubles hélices qui vont aller dans les cellules filles. C'est comme ça que ça fonctionne. Et à partir d'ailleurs de leur structure, Watson et Crick ont tout de suite proposé ce type de reproduction et de réplication de l'ADN pour donc expliquer comment l'information était transmise. Autre rôle de l'ADN, c'est la formation d'ARN, c'est-à-dire qui sert de matrice pour former d'autres ARN. Alors,
vous entendez en ce moment beaucoup parler d'ARN messager, mais l'ARN messager, ce n'est qu'un ARN parmi d'autres, je dirais. Le plus gros de l'ARN, c'est l'ARN des ribosomes, qui sont les systèmes qui permettent de fabriquer les protéines à l'intérieur des cellules en lisant l'information présente dans l'ARN messager. Et puis, il y a ce qu'on appelle des ARN de transfert, des ARN messagers, et des ARN qui sont connus plus récemment, qui servent à la régulation de l'expression des gènes. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail. Alors, comment ça se passe, par exemple, pour fabriquer de l'ARN messager? Eh bien, à partir de la double hélice d'ADN, il y a une enzyme particulière qu'on appelle une ARN polymérase qui va prendre les nucléotides UGCA et qui va les positionner devant une des chaînes de l'ADN. Et cette enzyme, qui s'appelle une polymérase, donc, va associer les bases entre elles et on va avoir un ARN messager. Alors, c'est ce qui se passe, donc, l'ARN messager, quand on lit l'information présente dans les gènes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'ensemble de l'ADN présent, les gènes ne représentent que 2% en fait de l'ADN. Et en polyscientifique, bon, vous le verrez plus tard, on va travailler dans les parties non codantes, c'est-à-dire dans ce qui n'est pas les gènes. Alors, voilà un petit peu comment se fabrique l'ARN messager. Quand cet ARN messager a été fabriqué à partir de l'ADN, il sort du noyau et il est lu par cette structure qu'on appelle le ribosome, celle qui contient énormément d'ARN pour sa structure, et un autre type d'ARN va arriver qui porte un acide aminé avec 3 codons, c'est-à-dire 3 bases, et il va venir s'associer aux bases de l'ARN messager. Et ensuite, dans le ribosome, il va y avoir une association entre les acides aminés. Et là, vous avez donc une protéine qui se forme. Donc, évidemment, dans chacune de vos cellules, à tous les instants, il se forment des millions et des millions d'ARN messagers et de protéines. Alors, les protéines, vous savez, c'est les enzymes, les protéines de structure, les anticorps, etc. Alors, dans le site, d'ailleurs, j'ai parlé du code génétique, et vous verrez comment le code, donc, est transcrit en protéines. C'est-à-dire qu'il y a le code, ça consiste en fait à avoir une relation entre 3 bases de l'ARN messager et un acide aminé particulier, sachant qu'il y a 21 acides aminés. Alors maintenant, je vais vous parler de la PCR. Donc, en 1985, Karim Ullis, qui est un chercheur américain, a mis au point une technique pour amplifier des fractions très particulières de l'ADN. Avant 1985, comment on faisait quand on voulait amplifier des gènes ou certains fragments d'ADN? On découpait les fragments d'ADN avec des enzymes particulières et on les mettait dans les chromosomes circulaires de bactéries type Escherichia coli. Et c'était extrêmement laborieux, il fallait des mois en fait, alors qu'avec la PCR, bon, ça a été une révolution, je dirais en 3/4 d'heure, 1 heure, on a l'amplification. Donc on va détailler un petit peu comment ça se passe. Donc, comment on effectue une PCR? Alors, PCR, ça signifie polymérase chaîne réaction, réaction de polymérisation en chaîne. On prend donc un ADN
Et cet ADN, on va le chauffer à 95 degrés. Et je vous ai dit, lorsqu'on chauffe cet ADN, on déstructure la double hélice et de ce fait, on va pouvoir travailler sur chacun des brins de cet ADN. Alors ça, c'est la première étape de la PCR. Dans une deuxième étape, on va refroidir entre 50 et 60 degrés et on va positionner ce qu'on appelle des amorces. Les amorces, ce sont des petits brins d'ADN qui viennent encadrer la partie de l'ADN qu'on veut amplifier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avant de faire une PCR, il y a tout un travail en amont, c'est-à-dire qu'on a séquencé l'ADN qu'on veut étudier, c'est-à-dire on a déterminé la succession A, T, G, C, etc. Et donc, on sait exactement la partie qu'on veut amplifier. Et cette partie qu'on veut amplifier, on va l'encadrer avec d'autres micro-brins d'ADN qu'on appelle des amorces. Et donc, on va amplifier cette zone et on aura un grand nombre d'amplifications. Ensuite, on fait intervenir une enzyme qu'on appelle une Taq polymérase à 72 degrés. Alors cette enzyme a une particularité, c'est de fonctionner à une haute température et à partir de l'amorce, elle va venir positionner les bases complémentaires le long du brin d'ADN pour former donc un autre brin. C'est ce qu'on appelle donc l'amplification. Alors pourquoi je vous montre cette source chaude? Parce que la Taq polymérase a été découverte dans des bactéries particulières qui résistent à la chaleur. Et donc, ce sont des sources chaudes du parc de Yellowstone aux États-Unis. Et des microbiologistes américains ont découvert ces bactéries alors que personne ne croyait qu'un être vivant pouvait vivre à 60 ou 70 degrés. Et eux, ils ont découvert donc des bactéries dans ces sources et d'autres chercheurs ont isolé des polymérases à partir de ces bactéries parce qu'il était très intéressant de pouvoir travailler avec des enzymes qui travaillent à haute température. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà les gens qui ont... Ça, c'est des chercheurs américains qui ont découvert ces bactéries. Alors, la PCR, c'est une succession de cycles de température. Quand on vous parle de cycle de PCR, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a, dans un premier temps, chauffé à 95 degrés pour ouvrir la double hélice. On a refroidi pour mettre les amorces et on est remonté à 72 degrés pour faire travailler la Taq polymérase. Donc c'est une succession de cycles de température et ces cycles, on va les reproduire un grand nombre de fois de façon à avoir des copies particulières d'une zone cible de l'ADN. Hein, c'est le principe de la PCR. Alors, ce qui est intéressant avec ces enzymes de type Taq polymérase, c'est qu'on n'a pas besoin, si vous voulez, à chaque cycle, de rajouter de l'enzyme. Parce qu'avant de découvrir ces Taq polymérases, quand on faisait des PCR, on avait des enzymes, notamment des Escherichia coli, qui étaient détruites à 95 degrés. Donc, à chaque cycle, il fallait rouvrir le tube et rajouter l'enzyme. Alors qu'avec ce type d'enzyme, Taq polymérase, on met la Taq polymérase au départ de la réaction et ça continue. Alors, bon, même la Taq polymérase a été modifiée puisque maintenant, par ingénierie génétique, on fabrique des Taq polymérases encore plus performantes que la Taq polymérase présente dans les bactéries, en fait. Bon.
Donc, on va faire un nombre de cycles important. Et vous voyez que, par exemple, quand on est arrivé à 30 cycles, vu qu'on double le nombre de copies à chaque cycle, on a 1 milliard de copies. Alors, vous avez peut-être vu certains débats d'ailleurs avec le coronavirus et la PCR, où certaines personnes disaient mais on est passé à 40 cycles, ça n'a plus tellement de sens. Alors, quand vous êtes à 30 cycles et que la PCR est positive, bon, ça signifie que la personne est assez chargée en virus. Bon, à 40 cycles, ça signifie qu'on est encore porteur d'un ARN, mais la charge virale est quand même inférieure. Alors comment ça se passe? On a des plaques qui servent de tube à essai, donc des plaques à 96 et 384 puits, qu'on met dans des appareils particuliers qu'on appelle des thermocycleurs. Donc dans ces appareils, on a un logiciel qui permet de piloter en fait les températures. Donc c'est comme ça que se font les différents cycles. Et 30 ou 40, autant de cycles que l'on veut. En police scientifique, ce qu'il y a, c'est qu'il faut amplifier un grand nombre de zones. Parce que là, je vous ai fait une présentation théorique, amplification d'une zone particulière de l'ADN, mais quand on travaille sur les chromosomes humains, il faut amplifier beaucoup de zones. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, quand vous prenez le coronavirus, c'est un virus ARN qui représente une succession de 30 000 bases. Quand vous travaillez sur l'ADN humain, vous avez 3,2 milliards de paires de bases. Donc, il faut travailler sur un grand nombre de segments d'ADN. Alors, la sensibilité de la PCR, je vous ai mis de 0,5 à 1 nanogramme d'ADN, c'est-à-dire un nanogramme, c'est 1 milliardième de gramme, ce qui vous explique qu'évidemment, en présence de traces infimes, après amplification, on peut sans problème récupérer le profil ADN des individus. Autre chose, c'est que on parle d'empreinte génétique en police scientifique. Bon, j'ai toujours considéré que le terme était moyennement choisi puisqu'on ne travaille pas sur les gènes. Je vous ai dit, les gènes, c'est 2% de l'ADN, mais les 98% restants, c'est les zones dites non codantes. Et on va travailler donc sur des zones où il y a des répétitions de base. Donc vous voyez, sur par exemple, des chaînes de l'ADN, on aura un motif AATG qui va être répété 7 fois, et puis sur l'autre chaîne, ce même motif sera répété 8 fois. Et ces répétitions, on va aller les chercher sur différents chromosomes, et d'un individu à l'autre, c'est le nombre de ces répétitions qui est variable, en fait. Et donc, toute l'astuce va considérer à déterminer le nombre de répétitions pour un individu donné, et on va travailler sur 23 zones actuellement de l'ADN. Alors, c'est ce qu'on appelle une PCR multiplex, c'est-à-dire multiplex parce que on travaille sur différents endroits de l'ADN. Pour le coronavirus, vous avez entendu parler également de PCR multiplex parce que pour étudier les variants, vu qu'il y a des variants, ça permet d'étudier plusieurs variants en même temps, voir s'ils sont présents ou non, en fait. Alors, il y a quand même une exception en termes de non-codants, c'est ce qu'on appelle l'amélogénine, car on fait systématiquement un sexage des individus, donc pour déterminer les XY et les XX. Donc, voilà comment ça se présente. Ça, c'est le nombre d'amorces qu'on va mettre.
Et par exemple, le D3, c'est le chromosome 3, D16, le chromosome 16, etc. Alors, tout ça, c'est pas fait au hasard, hein. C'est-à-dire que les différents labos de police scientifique à travers le monde travaillent en réseau. On a des réseaux européens, des réseaux internationaux, et on met en commun aussi les résultats d'analyse génétique. Et on travaille d'une façon générale avec les mêmes amorces, ce qui d'ailleurs permet ensuite, lors des affaires criminelles, de comparer les résultats. Donc on compare aussi bien les résultats entre les différents pays européens, entre l'Europe et les États-Unis, etc., sans problème. Donc voilà comment ça se présente en fait, un profil, c'est-à-dire que l'ingénieur qui voit arriver les profils sur son écran, il a ce type de diagramme. Alors, ce qu'il y a, c'est que on a des logiciels, si vous voulez, qui valident les résultats, et en général, les ingénieurs interviennent quand il y a un petit problème de résultat pour savoir si on peut faire la validation ou pas. Alors, d'où va-t-on retirer cet ADN? Eh bien, chez les individus, on fait des prélèvements de cellules buccales, ce que certains appellent le prélèvement salivaire. Alors en fait, ce sont les cellules de desquamation présentes dans la joue qui sont retirées avec ce type de préleveur. Et ensuite, on va transférer ces cellules sur du papier dit FTA. C'est-à-dire, ce sont des papiers spéciaux, enduits notamment d'un détergent, qui font éclater toutes les cellules. Parce que quand on fait un prélèvement buccal, la bouche n'est pas stérile. Donc vous avez des microbes, hein, des virus, des bactéries, bon, les cellules. Et à partir du moment où on fait notamment éclater les bactéries et les virus, il n'y a pas de dégradation du coup de l'ADN présent dans les cellules buccales. Alors, pour tout vous dire, bon, j'avais conseillé ce système au niveau national, donc depuis, que ce soit en gendarmerie ou dans les commissariats, les prélèvements se font de cette manière. Et mon idée, c'était, si vous voulez, d'utiliser ce système pour ensuite automatiser les analyses, notamment en vue du fichier national d'empreintes génétiques, où il faut faire beaucoup d'analyses. Et bon, je vous montrerai, on a pu automatiser à partir de ce système. Et d'autre part, ça permet de conserver à sec pendant des années les prélèvements sans les mettre au réfrigérateur. Donc, on a monté notamment une grosse unité d'analyse pour les prélèvements buccaux à Lyon-Écully. Et donc, ça fonctionne de la façon suivante. Bon, lorsque les scellés arrivent avec les prélèvements buccaux, il y a un enregistrement qui se fait. Et ensuite, il y a une succession de salles blanches. Donc, un traitement dit pré-PCR, c'est-à-dire que là, on va faire des découpes dans les petits papiers, les mettre dans les robots, et ensuite, on les passe à travers un SAS pour le traitement en PCR pour l'amplification. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces salles blanches ont des pressions variables, car il ne faut pas que lorsque notamment on amplifie l'ADN, il y ait une sortie d'ADN sur l'extérieur. Donc il y a des salles blanches en surpression, des salles blanches en dépression. Le taux d'humidité est également régulé, la température, etc.
Donc c'est dans ce type de bâtiment que nous faisons les analyses. Donc voilà une salle blanche là pour les préparations. Alors voilà les robots pré-PCR, hein. C'est-à-dire que les papiers FTA dont je vous ai parlé, ils sont dans des racks et ils vont être perforés, hein, un petit diamètre d'à peine 2 mm, et ils vont être inclus ensuite dans les plaques des robots. Donc vous voyez, ici vous avez le rack à papier FTA, et donc là c'est ce qu'on appelle un puncher, c'est-à-dire c'est le robot qui fait les petits trous et qui positionne chaque prélèvement dans une plaque d'analyse. Alors ça tourne jour et nuit, hein. Alors là, vous avez ce qu'on appelle des thermocycleurs automatiques, parce que je vous ai montré un thermocycleur qui sert donc à amplifier l'ADN et qui a un logiciel donc, qui règle les cycles. Dans le cas présent, quand on veut automatiser, on a des batteries en fait de thermocycleurs, comme ici il y en a 4, et si vous voulez, les couvercles s'ouvrent automatiquement, se referment, etc. Donc il n'y a pas besoin, je dirais, de manutention humaine. Alors à partir de ces prélèvements, on fait aussi des tests de paternité, puisque on travaille aussi pour ce qu'on appelle la justice civile, hein. Donc quand il y a un doute sur une paternité, les gens viennent généralement avec leurs avocats et on fait les prélèvements pour faire les analyses. Bon, c'est ce qu'on a fait dans le cas Yves Montand, enfin bon, un tas de cas de ce style. Alors ensuite, on travaille également sur les traces. Alors, les traces, on les a sur scène de crime, et puis on les a donc sur beaucoup de supports, le sang, le sperme, le chewing-gum, tout ce que l'on veut. Alors, pour nous, il y a des supports qui sont des supports, je dirais, très intéressants. Je pense au chewing-gum. Quand j'étais responsable du labo de Lille, notamment, nous avions eu un braquage. Et on commençait à parler de la police scientifique, et donc les braqueurs étaient très minutieux. Donc ils étaient venus avec des cagoules, avec des gants. Ils avaient donc braqué la banque, et ensuite ils avaient mis les cagoules et les gants dans une voiture qu'ils avaient brûlée. Donc c'était impeccable. Le problème, c'est que juste avant de sortir de la banque, il y en a un qui avait craché le chewing-gum. Donc on a pu sortir le profil du chewing-gum, et je vous dis c'est royal pour nous parce que ça dessèche en plus les cellules, donc c'est vraiment impeccable. Honnêtement, quand je me promène en ville et que je vois tous ces chewing-gums sur les trottoirs, je me dis les gens ne se rendent pas compte qu'on peut sortir leur profil, en fait. Donc, pour ce qui est des scènes de crime, donc on a des techniciens de scènes de crime qui interviennent. Et d'ailleurs, l'école de scènes de crime est installée à Écully, en fait, l'école nationale. Donc là, ça a été pris d'ailleurs dans cette école. Donc on apprend aux gens à faire les prélèvements, puisque évidemment, ce qui est important, c'est de respecter la scène de crime, hein. Ce qui n'était pas le cas autrefois. Je pense par exemple à l'affaire du petit Grégory. À l'époque, on ne faisait pas d'empreinte dite génétique, mais en plus, les scènes de crime n'étaient pas préservées. Donc tout le monde laissait des traces. Alors certaines fois, les gens lavent soigneusement aussi les scènes de crime, mais on a ce qu'on appelle le Blue Star qui permet de voir quand même certaines choses, et on peut révéler donc des traces qu'on va analyser finement par la suite.
Alors, on intervient dans beaucoup de situations. Là, par exemple, on était intervenu pour le crash de Sharm el-Sheikh, vous savez, en Égypte. Donc, c'était un avion qui s'était crashé. Et c'était un avion dans lequel il y avait pas mal de Français originaires de Bourgogne. Donc, nous, on a fait des prélèvements et des analyses sur les parents, grands-parents, etc. Et en Égypte, ils ont fait des analyses sur les fragments humains. On est intervenu aussi lors du tsunami à Phuket, où il y avait beaucoup de Français aussi. Donc, dans ces cas-là, on fait des analyses ADN, souvent à partir des os, des moelles osseuses, parce qu'il faut savoir qu'en fait, dans le cadre des noyés, les corps sont souvent très abîmés, et du coup, on est obligé de prélever à partir des os. Concernant le prélèvement de sang aussi sur les scènes de crime, ce que je voudrais dire, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas parce que c'est rouge que ça fait notre affaire, puisque les hématies, donc les globules rouges, ne contiennent pas de noyaux et pas d'ADN. L'ADN qu'on sort du sang, on le sort uniquement des lymphocytes, c'est-à-dire des globules blancs, qui sont en présence très faible dans le sang. Alors, ces résultats, on les met actuellement dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAEC, qui est donc piloté depuis le site d'Écully. Ce fichier a été créé donc en 1998 et les décrets d'application sont arrivés un petit peu plus tard. Alors, actuellement, donc, on met dans ce fichier les personnes donc, concernées. Alors, également les personnes disparues. Alors, comment on fait pour les personnes disparues, par exemple quand quelqu'un a disparu, la famille, en général, va nous donner des brosses à dents, enfin, des objets appartenant à la personne disparue, et donc on va pouvoir sortir le profil ADN de ces individus et le mettre dans la base de données. Et on met à ce moment-là aussi dans la base de données les profils des ascendants, descendants collatéraux, de façon à ce que le jour où, par exemple, on a une découverte de cadavre ou autre, on puisse éventuellement repérer la personne. Alors, je vous ai dit, on travaille donc sur un grand nombre de chromosomes et la technologie évoluant, donc au fil des ans, ce nombre de segments d'ADN a augmenté et cela est fixé par décret. Bon, là, les derniers segments ont été définis en août 2015, sachant qu'en fait, c'est défini d'après ce qui est disponible en termes de kits au niveau international. En général, ce sont des sociétés américaines, d'ailleurs, qui fabriquent les amorces pour étudier ces segments d'ADN. Alors, comment ça fonctionne? Donc, on fait les analyses de traces qu'on met dans le fichier traces dites non résolues au départ. Ensuite, on a les prélèvements buccaux, ça rentre dans la base dite individu, et au niveau du moteur de recherche informatique, on compare systématiquement donc, les individus avec les traces. S'il y a un rapprochement, ce qu'on appelle un match dans notre jargon, à ce moment-là, on prévient la personne qui nous a donné la réquisition ou l'expertise. Alors, les réquisitions proviennent des officiers de police judiciaire et des procureurs, et les expertises, ce sont les juges d'instruction.
Donc s'il y a un rapprochement, on avertit le donneur d'ordre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces bases, il n'y a pas le nom des individus. Tout ce que je vous ai montré en robotique, quand on reçoit les CD, on n'a pas le nom de l'individu. On a un code barre et tout se passe ensuite en code barre. Ce n'est qu'au niveau du donneur d'ordre qu'il y a la correspondance entre le code barre et le nom de l'individu. Alors ce fichier, donc pour la logistique, c'est le ministère de l'Intérieur qui s'en occupe et la tutelle est assurée par le ministère de la Justice. Alors, au 1er janvier 2021, en traces non identifiées plus personnes, il y avait 5 500 000 enregistrements. Au 31 décembre, il y en avait 6 millions, ça c'est dans la base française. Et parmi ces 6 millions, il y a en fait à peu près 800 000 traces non identifiées. Alors ce que l'on fait aussi, c'est que il y a un service central de préservation des prélèvements biologiques qui est géré par la gendarmerie nationale, qui est situé à Cergy-Pontoise. Et lorsqu'on a fini d'analyser une affaire dans un laboratoire, les scellés biologiques partent dans ce service central et les extractions qu'on a faites d'ADN partent congelées et sont stockées ensuite dans des congélateurs à moins 80. En fait. Ce qui fait que si on a besoin d'y revenir, on nous les renvoie. Alors, en 2008, il y a eu également un traité qui a été signé au niveau européen, en Allemagne, à Prüm, qui permettait de faire des rapprochements entre les différentes bases de données des différents pays. Et ce qui était d'ailleurs assez curieux, c'est que à partir du moment où, par exemple, on a rapproché 2 pays, on a résolu beaucoup de problèmes, on a eu beaucoup de matchs, parce que pour tout ce qui était criminalité transfrontière, ça a permis de résoudre un grand nombre de problèmes. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur l'ADN, la PCR et le FNAEG. Voilà.